Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. C'est notre première émission de l'année 2026. L'occasion pour moi de souhaiter à chacune d'entre vous et à chacun d'entre vous une excellente année 2026. Une année de bonheur, de bonne santé et de prospérité. Nous avons commencé cette année en suivant des événements plus ou moins inouïs ailleurs, sur un autre continent, lorsque les États-Unis d'Amérique ont lancé une opération sur la capitale vénézuélienne, Caracas, et capturé le président Nicolás Maduro, qui maintenant se trouve entre les mains de la justice américaine qui l'accuse de crimes et de narcotrafiquants. Nous avons suivi, bien évidemment, les réactions des uns et des autres. Pour dire ce qu'il est en réalité, beaucoup ont préféré se taire. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Nous avons suivi, par exemple, la colère de Moscou lorsque le président Vladimir Poutine s'est indigné de cette violation flagrante du droit international et appelé à ce que le président Maduro soit libéré sans délai. Nous avons également suivi la réaction d'autres dirigeants occidentaux notamment, qui se sont bien abstenus de condamner cette violation flagrante du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, mais préféraient plutôt appeler à une transition sûre au Venezuela. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le continent africain comme toujours. Comment est-ce que le continent africain a réagi à cette opération américaine qui s'est emparé du président Maduro et maintenant qui se trouve entre les mains, comme je le disais, de la justice américaine à New York. Il y a eu un communiqué de l'Union africaine, l'Union africaine qui a condamné les événements et qui a appelé à ce que le droit international soit respecté. Il y a également les autorités sud-africaines qui ont réagi en condamnant la violation du droit international, en s'indignant de la violation de la Charte des Nations Unies et en appelant à ce qu'il y ait une session extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies pour statuer, bien sûr, sur ces événements. Mais c'est à peu près tout. Il y a eu également le ministère des Affaires étrangères du Venezuela qui a déclaré qu'il y a eu des entretiens avec les chefs d'État africains, les autorités de certains pays africains, en nommant la Namibie et le Burkina Faso, et que ces pays soutenaient totalement la cause vénézuélienne et condamnaient bien évidemment les événements, l'acte qu'a posé l'administration américaine en allant bien évidemment violer la souveraineté de notre État. Mais justement, ça s'arrête là. Les autres pays, enfin, on a suivi bien après d'autres timides réactions, mais il faut dire que de façon globale, les dirigeants africains ont préféré se taire. Et c'est un silence qui en dit long. Pourquoi est-ce que les Africains n'ont pas osé condamner ce qui s'est passé à Caracas? Nous avons vu, par exemple, que cette opération, quand même, c'était une opération d'envergure, 150 hélicoptères, des unités d'élite de l'armée américaine qui se sont permises de fouler le sol du Venezuela, évidemment, et de s'emparer du corps du président Nicolás Maduro, qui n'est bien sûr plus, à l'heure qu'il est, président du Venezuela, puisque, bien entendu, il n'est pas libre de ses mouvements. Serait été ailleurs, sur un autre continent, les indignations auraient été unanimes et plurielles. Mais pour ce qui est du Venezuela, pour cet acte posé par l'administration américaine, beaucoup ont préféré se taire.
Et on comprend pourquoi. C'est pour cela que je disais que le silence est éloquent. C'est un silence qu'il faut analyser dans tous ses angles. Pourquoi est-ce que les dirigeants africains, puisque bien sûr, c'est l'Afrique qui nous intéresse, pourquoi est-ce que les dirigeants africains, la plupart d'entre eux, à l'exception notable de l'Afrique du Sud et de l'Union africaine, pourquoi est-ce que les autorités africaines ont préféré garder le silence? Bien entendu, c'est que les États-Unis, dans la communication officielle du président Donald Trump, il a indiqué que ce qui s'est passé au Venezuela pouvait bien se passer ailleurs. Et quand on dit ailleurs, il faut comprendre un peu partout dans le monde. Ça veut dire, moi, président des États-Unis, je peux décider maintenant d'aller attaquer n'importe quel pays et destituer n'importe quel chef d'État. Autrement dit, il faut que vous, président des États africains ou d'autres pays dans le monde, il faut que vous appreniez à m'obéir. Il faut que vous suiviez ma volonté. Ce que je dicte doit être une règle universelle. Sinon, si vous ne me suivez pas, vous risquez de subir le sort de M. Nicolas Maduro. Bien entendu, les États-Unis ne vont pas envoyer des escadrons comme cela dans tous les pays du monde, mais on ne sait pas que peut décider le président Trump, quel pays peut être sa cible. Et nous savons bien évidemment que sur le continent africain, il y a des pays qui sont dans le viseur du président américain depuis son retour à la Maison-Blanche au mois de janvier 2025. Nous avons vu, nous avons suivi ce qui se passe entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a organisé le dernier sommet du G20 que les États-Unis ont décidé de boycotter. Les États-Unis qui vont organiser cette année 2026 le sommet du G20 également, mais qui ont décidé de ne pas inviter l'Afrique du Sud sur fond de divergences diplomatiques énormes. Est-ce que les États-Unis peuvent décider maintenant, puisque le président Trump accuse l'administration sud-africaine de commettre un génocide contre les Blancs, est-ce que les États-Unis peuvent décider d'aller secourir les Sud-Africains, les Afrikaners, les Sud-Africains blancs, que l'administration Trump dit être victime de la politique raciste du gouvernement sud-africain? On pense peut-être que le président américain n'ira pas jusque-là. Mais il y a d'autres pays, bien évidemment, qui ne sont pas en odeur de sainteté avec l'administration américaine. Je pense en particulier aux pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui eux aussi, ces pays qui militent farouchement pour leur souveraineté totale, qui ont décidé de tourner le dos à l'Occident et nouer des partenariats plutôt avec les pays de l'Orient, les puissances émergentes, comme on dit, notamment la Russie, la Chine, l'Inde, et d'autres pays plutôt tournés vers l'Orient au détriment des puissances occidentales, dont les États-Unis d'Amérique. Ces pays, nous avons suivi également ce qui s'est passé ces derniers temps, lorsque le président américain a décidé de frapper des bases de Boko Haram au Nigeria, Boko Haram qui est ce mouvement djihadiste que les Américains accusent de s'en prendre sauvagement aux chrétiens. Et que, en lançant ces attaques qu'on a vues dernièrement, les États-Unis voulaient évidemment défendre la liberté de religion et punir ces gens qui commettent des crimes contre les ressortissants nigérians de confession chrétienne. Mais d'après certains analystes, en réalité, ce n'est pas pour défendre la cause chrétienne que ces attaques ont été menées.
C'était plutôt, évidemment, ça peut être des théories du complot également. On a compris que pour certains, il s'agissait plutôt de voir comment mettre le pied dans cette région et plus tard pouvoir déstabiliser les territoires des pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce sont des informations qu'on lit ici et là sur les réseaux sociaux, évidemment, qui n'ont pas de preuves tangibles, mais certains disent justement que les États-Unis s'intéressent à cette région pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Et vous savez évidemment que les États-Unis avaient des contingents militaires dans cette région du Sahel et que les autorités des trois pays ont décidé de mettre fin à leur présence en priant les États-Unis de retirer leurs contingents. Et ça n'a pas plu, bien évidemment, aux autorités américaines. Est-ce que le président Trump peut maintenant, pour faire entendre sa volonté, peut décider d'utiliser de la force pour contraindre les autorités de ces pays-là? Rien n'est moins sûr. Mais je suis en train toujours d'analyser le silence des dirigeants africains. C'est que les États-Unis ont dit, le président Trump a dit, le président Trump a dit, ce qui s'est passé au Venezuela peut se passer un peu partout dans le monde. Et chacun, bien évidemment, a pensé à sa pomme. Je parle des États de l'AES, mais aussi qui ont des relations difficiles avec les États-Unis. Vous avez vu qu'il y a par exemple la restriction des visas de part et d'autre, parce que les États-Unis avaient décidé de restreindre l'octroi des visas aux ressortissants de certains pays. Et le Burkina Faso et le Niger ont décidé d'appliquer la réciprocité, ce qui est normal. Mais bien évidemment, si ces relations sont difficiles, et si les États-Unis ne se sentent pas à l'aise à dicter leur volonté à ces pays-là, est-ce que les États-Unis peuvent maintenant décider d'aller destituer tel ou tel chef d'État de l'Alliance des États du Sahel ou ailleurs? C'est pour cela que les présidents africains ont décidé de se taire. Mais tout le monde voit que ce qui s'est passé à Caracas est une violation flagrante du droit international, c'est une violation de la Charte des Nations Unies. Et personne n'ose lever la voix pour condamner sérieusement cette façon de faire. J'ai lu quelque part quelqu'un dire la loi de la force a remplacé la force de la loi. Le droit international est devenu un leurre. Le droit international n'est valable que si il y défend les intérêts des puissances, notamment les puissances occidentales. Si je dis que la Russie a condamné et a réclamé la libération immédiate et sans délai du président Maduro, c'est que bien évidemment ce qui s'est passé à Caracas va à l'encontre des intérêts de la Russie. La Russie qui était un partenaire majeur du président Maduro. Ça veut dire le président Maduro avait bien évidemment des relations très amicales avec la Russie et d'ailleurs avec la Chine aussi. Quelques heures avant la chute, avant l'attaque de l'armée américaine, avant l'enlèvement du président Maduro, celui-ci avait reçu à Caracas une délégation chinoise. Évidemment, on comprend que la Chine et la Russie sont dans le désarroi. Et pour cause, justement. Puisque les États-Unis, maintenant, qui veulent juger le président Nicolas Maduro pour narcotrafiquant, normalement, si cela avait été la raison principale de ce qui s'est passé, on aurait dû passer par les instances internationales. Évidemment, on sait que Nicolas Maduro était déjà inculpé par un juge
de New York. Et maintenant qu'il va le juger, il va être interrogé, il va être jugé selon la loi américaine. Mais cela aurait dû se passer autrement. Pourquoi est-ce que les États-Unis ont frappé si fort? Le président américain l'a dit lui-même. Nos entreprises vont maintenant se rendre au Venezuela. Ça veut dire la présidence de Nicolás Maduro était un obstacle à ce que les entreprises américaines aillent au Venezuela. Et vous savez que le Venezuela maintenant est le plus grand réservoir de pétrole au monde. Et cela, bien évidemment, intéresse tout le monde. Cela intéresse les grandes puissances. Je parlais de la Russie, je parlais de la Chine, mais également, vous comprenez que les États-Unis, qui ont tout fait pour mettre sur pied une telle opération d'envergure, avec les moyens que cela demande, évidemment, cela va dans le sens de la défense des intérêts économiques. Il y a des intérêts géopolitiques, bien évidemment, mais surtout des intérêts économiques. C'est pour cela que le président américain ne s'est pas gêné et il a dit nos entreprises vont maintenant aller au Venezuela. Ce qui compte pour lui, c'est les intérêts des États-Unis. La justice, bien évidemment, ça peut passer au second plan, mais pour lui, ce qui était important, primordial, c'était que les entreprises américaines puissent avoir des contrats au Venezuela, exploiter ce pétrole et ces réserves immenses de pétrole. Tout le monde en a envie. C'est pour cela, évidemment, que quand on dit que Nicolás Maduro était narcotrafiquant, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas d'informations sérieuses là-dessus. Peut-être que c'est le cas. Mais dans ce cas-là, justement, il y a d'autres chefs d'État un peu partout dans le monde qui ont des agissements illicites et les États-Unis ne vont pas les déloger. S'ils ne le font pas, c'est que peut-être ces chefs d'État-là sont leurs alliés. Et quand on est des alliés des États-Unis, quand on est un allié des États-Unis, on ne risque rien. Et donc, ce que nous sommes en train de dire, en nous posant la question de savoir pourquoi est-ce que les chefs d'État africains ne se sont pas empressés à condamner ce qui s'est passé, ils ne se sont pas indignés publiquement de cette violation du droit international et de la Charte des Nations Unies, on comprend justement que chacun essaie de regarder à sa porte. Est-ce que les États-Unis, si je les condamne, vont essayer de me faire subir le même sort? Ils en sont capables, ils en ont les moyens. C'est pour cela que les gens ont préféré se taire. Et pourtant, tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et on comprend maintenant que Donald Trump, le président américain, veut montrer au monde entier que les États-Unis restent le gendarme du monde. Il peut décider de faire ce qu'il veut et personne ne le verra le petit doigt. Il peut décider de frapper n'importe où, avec les moyens militaires colossaux justement à sa disposition. Et cela justement est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'on pensait que le monde se dirigeait maintenant vers un ordre mondial basé sur le droit international. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, bien sûr, puisque cela peut se passer n'importe où. Le président américain peut décider de destituer qui il veut, en foulant sur son pied les principes de démocratie, les principes juridiques, les principes liés aux usages internationaux en matière de diplomatie, en matière de politique internationale. Ce qui s'est passé donc est condamnable, on n'en doutait point, mais les gens n'osent pas le dire.
Et si les gens ont gardé le silence, c'est qu'ils ont peur. Et les États-Unis font maintenant peur. Les États-Unis d'Amérique, dirigés par Donald Trump, font peur maintenant. Nous voyons ce qui se passe un peu partout. En Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, un peu partout. Ça veut dire, on va essayer de voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Les gens vont essayer de se ranger du côté des États-Unis. Les gens vont essayer de sauvegarder, de condamner les pratiques, même illicites, américaines. Et pourtant, quand la Russie a envahi l'Ukraine, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu des votes au Conseil de sécurité des Nations Unies. Tout le monde a condamné, évidemment parce que la Russie également avait violé le droit international. Mais au moins, il y a eu des votes à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies. On a condamné ce que le président Poutine appelle l'opération spéciale en Ukraine. Mais l'opération spéciale, justement, puisque le président américain a utilisé les mêmes termes, l'opération spéciale à Caracas n'a pas été condamnée. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça veut dire que le monde est dirigé par les plus forts et on se croirait au sein de la jungle. Maintenant, le monde, le droit international, ne comptait plus. C'est la loi du plus fort et c'est justement la jungle. Et c'est malheureux. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est juste ce que nous voulions évoquer aujourd'hui. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.